Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur Skyward 1 vers les étoiles de Brandon Sanderson. Alors, du coup, je rappelle le concept de la vidéo. Moi, je vais lire un chapitre, faire la review, lire un chapitre, faire la review. Vous, de votre côté, si vous avez le livre, vous pouvez lire le chapitre en question, puis ensuite revenir sur la vidéo pour écouter la review. On progresse bien, on est à la quatrième partie. Je crois on est un peu plus de la moitié du livre. Assez content de ce que je lis, pour être honnête, hein. Brandon Sanderson, il se gave avec Skyward. J'avais des grandes attentes concernant Skyward, hein. J'avais lu un extrait du tome 3, ça m'avait plu, je m'étais dit ok, il faut à tout prix que je lise ce livre. Je suis pas déçu d'avoir commencé cette série de vidéos, j'ai même placé beaucoup d'espoir parce que je voulais que ce soit la nouvelle review phare de ma chaîne. Bon, il y a quelques vues, quelques likes, hein, je vous remercie d'ailleurs. Pensez à laisser un like, à vous abonner, à laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé des chapitres qu'on a lus. Ou sinon, si vous avez terminé le livre, n'hésitez pas, sans me spoiler, bien évidemment, à me dire ce que vous avez pensé du livre. Là, on va tout faire pour accélérer un peu, sans accélérer non plus, mais on va essayer de faire en sorte de lire le maximum de chapitres. Et voilà, donc je me souviens, on s'était arrêté à la quatrième partie, on a vu quelques infos sur les Krell, comme quoi c'est des sortes d'armure vide, probablement pilotées à distance par les Krell. Il parlait du fait aussi, je crois que ça avait été dit, qu'ils pouvaient lire dans les pensées des pilotes. Ensuite, Spensa, elle avait je crois que c'était Arturo, je sais plus lequel c'était, elle avait avec quelqu'un piloté dans un gros cube géant qui tombait, qui était une ancienne plateforme de construction de vaisseaux, que les Krell ne voulaient pas laisser aux humains, de détritus. Et donc du coup, il y a une course-poursuite parce que les frères d'un personnage ont été pris pour cible par les Krell, et donc il s'est chauffé, il a dit attends, je vais aller les aider, Spensa, elle l'a suivi. Puis ensuite, elle lui a fait rebrousser le chemin en lui disant que s'ils partaient pas maintenant, ils allaient mourir. Et donc du coup, ce personnage a perdu ses frères. Et moi, je trouvais ça dur pour le personnage. Alors du coup, l'histoire gravite vraiment autour de Spensa. Donc on suit le quotidien de Spensa, on avance avec Spensa. Et j'aime bien parce que les personnages qui sont encore là, qui sont encore vivants, sont développés, et je trouve ça super intéressant, et je me demande ce que réserve la suite pour Spencer, parce que du coup elle a trouvé un vaisseau avec Mbot, l'intelligence artificielle du vaisseau qui est un sacré blagueur. Et voilà, donc let's go, c'est parti, on va lire les chapitres. On est au chapitre, je vais vous dire ça tout de suite, quatrième partie. On est à l'intermède du chapitre de la quatrième partie. Donc let's go, c'est parti pour la lire. On se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, donc l'intermède a été lu. Donc c'est encore une fois comme la dernière fois qu'on a eu droit à ça dans le livre. C'est une scène avec Ironside. Donc Ironside, elle est dans son poste de contrôle, dans ses bureaux, dans sa salle d'observation. Elle regarde le combat qui a eu lieu lors de la bataille de la chute de la station vaisseau. Donc elle est là en mode, elle analyse beaucoup les choses. À noter qu'elle écoute les dernières paroles de chaque pilote. Donc elle prend son métier sur hacker. Il y a quand même une sorte de dualité qui s'installe en elle. Dans un sens, elle est contente d'avoir plus de pilotes que de vaisseaux, parce que du coup les pilotes, c'est pas, enfin j'ai pas trop compris pourquoi, mais parce que la plupart du temps quand tu perds un vaisseau, tu perds aussi les pilotes, à part s'ils s'éjectent. Mais ouais, elle prend sa tâche très au sérieux, elle est très impliquée. Et ce qui s'est passé avec le père de Spensa est entouré de mystère. Parce qu'elle parle, en fait, au cours du chapitre, ils expliquent que le signal, excusez-moi, j'ai appelé ça comme ça, parce que ça me fait penser à ça, que le phénomène de Spensa, ils appellent ça le défaut. Donc on apprend dans ce chapitre qu'il y a une mutinerie à bord du vaisseau qui a amené les habitants de Détritus sur la planète. Et on apprend que ceux qui descendent de ceux qui ont fait la mutinerie ont tendance à avoir le défaut. Et elle parle du fait que les gens ne savent pas si le défaut existe. C'est un peu en mode est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, il n'y a aucune preuve de son existence. Et elle dit qu'elle l'a vu de ses propres yeux, ce qui se passe quand les gens ont le défaut et qu'elle veut plus que ça se reproduise. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le père de Spensa? Est-ce qu'il n'a pas pété un câble? Est-ce qu'il s'est pas connecté au Krell? Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose de marquant? Et donc du coup voilà, ensuite Jürgen de son côté, lui, il inventait les mérites de Spensa, il en a parlé en bien, donc il en a parlé à son père, hein, le père de Jürgen qui est contre le renvoi de Spensa parce que son fils parle bien d'elle. Et donc du coup voilà, donc Spensa est un peu dans une position particulière, donc en réalité le médecin qui a repéré le défaut
que Spencer est favorable à son renvoi, donc elle dit qu'il faudrait la renvoyer immédiatement. Mais le médecin-chef, j'ai oublié le nom, un truc genre H, un truc comme ça, j'aurais peut-être dû le noter, mais bon, c'est pas grave. Il est contre parce il est pas sûr que le défaut existe, hein. Pour lui, c'est qu'une rumeur, c'est qu'une superstition. Et donc du coup, voilà, donc Ironside, elle est un peu embêtée parce qu'en gros, pour envoyer Spencer, il lui faut une raison valable. Et jusqu'ici, ce qui est dit, c'est son assistant rentre dans la pièce et avec des rapports, tout ça. Et elle dit alors comment s'est débrouillé Spencer, et lui il est là en mode elle a bien piloté, et elle répond trop bien avec un point d'interrogation, c'est-à-dire elle pose la question si c'est trop bien. Et donc du coup le défaut, qu'est-ce qu'il permettrait de faire? Est-ce qu'il augmenterait pas les réflexes? Est-ce qu'il y aurait pas des trucs genre une sorte de prédiction? Le fait d'entendre des instructions, parce que Spencer lors du suivi du vaisseau, je crois qu'elle avait entendu des instructions genre à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je suis plus très sûr de ça. Mais est-ce que ça permettrait pas par exemple de rentrer dans l'esprit d'un ennemi? Est-ce que ce serait pas la même faculté qu'ont les Krell? Et donc du coup, voilà, donc cet intermède, je l'ai lu, donc elle était courte, et du coup, voilà, ça m'a fait du bien de me remettre dans la lecture, pour être honnête, hein, c'était assez cool. Et du coup, j'ai dit beaucoup de fois, du coup, je m'en suis rendu compte. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire, pour être honnête. Là, on rentre dans la quatrième partie, donc ça fait que commencer. Le prochain chapitre, c'est le chapitre 30. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer un peu cette routine de on est à l'école, on apprend à piloter, on fait les cours de simulation, puis ensuite on fait une bataille qui... oui, à noter qu'elle remet en question ses choix stratégiques. Excusez-moi, c'était noté sur la feuille, mais je l'ai pas lu. Elle remet en question ses choix stratégiques dans le sens où quand le vaisseau est apparu et qu'elle a vu les Krell arriver, elle s'est dit que c'était peut-être un piège, donc elle n'a pas voulu envoyer tous ses vaisseaux. Et donc du coup, résultat, elle a perdu 19 vaisseaux ou 14 vaisseaux, je sais plus, une quinzaine. Et elle se dit à elle-même, putain, si j'avais envoyé toutes les troupes, peut-être qu'on aurait pu sauver la station et récupérer plus d'anneaux d'élévation, parce que là, ils ont pu en récupérer qu'une dizaine. Donc mathématiquement, c'est pas favorable, hein. Ils ont perdu une quinzaine de vaisseaux pour récupérer une dizaine d'anneaux d'élévation, ce qui leur permettra de construire quelques anneaux d'élévation, quelques vaisseaux. Et donc du coup, voilà, donc Ironside a l'air d'être plus complexe que juste la méchante que s'imaginait Spencer, genre en mode oui, elle ment, elle cache des trucs, elle cache la vérité sur mon père, c'est une mythomane. Et la question que je me pose, c'est un peu comment est-ce qu'elle est arrivée au pouvoir, parce qu'elle se remémore, c'est le fait d'être dans des vaisseaux, mais maintenant elle est trop âgée, donc elle a les réflexes ralentis, et donc du coup elle peut plus être une pilote pertinente. Mais cette époque lui manque. Ensuite, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, je trouve rien à dire, hein, donc du coup on va lire le chapitre 30 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 30 lu, donc c'était un long chapitre. J'avoue que c'était un long chapitre, je suis pas habitué à lire aussi longtemps. Donc il se passe pas mal de choses, on retrouve Rick et Spencer qui sont avec Mbot, hein, qui sont en train de réparer son aile, ils sont en train de placer de l'enduit. Donc Spencer, Rick il vaporise l'enduit enfin ils ont réparé l'aile, ils ont retiré les morceaux de métal cassés, ils en ont mis des nouveaux, ils ont fait une belle aile. Il vaporise de l'enduit noir sur le vaisseau et Spencer a une sorte de lampe en suivant Rig qui permet de durcir l'enduit et de le solidifier. Donc du coup ils discutent, pas mal de choses qui sont dit. Alors on apprend que Cobb s'est éjecté de son vaisseau. Je sais pas si ça avait déjà été dit, mais du coup Cobb, en fait il y a toute une discussion autour de la lâcheté, parce que Spencer elle rabâche un peu sur l'histoire avec Ironside, en mode ouais elle peut pas me virer parce que ça me donnerait raison. Et là Rig il est là en mode ouais mais tu interprètes beaucoup ce qu'elle dit quand même. Elle a jamais dit ça, donc tu devrais pas être si certaine de ce que tu dis. Et elle est là, ouais, mais non, elle cache la vérité sur mon père. Mon père, c'était pas un lâche. Donc ensuite, Rig, il est là en mode, et si ton père, ça avait été un lâche? Et s'il avait vraiment eu peur et qu'il avait décidé de fuir, comment est-ce que tu encaisserais la nouvelle? Et Spencer, il est là en mode, ouais, mon père, c'est pas un lâche, je t'interdis de dire ça. Et Rig, ensuite, il est là en mode, et moi, est-ce que je suis un lâche? Parce que Rig, il a piloté un vaisseau, il a participé à un premier vol, et ça lui a. Il a pas trop aimé ça. Et donc, du coup, il a quitté l'école de pilotage. Et ensuite, il demande est-ce que Cobb c'est un lâche? Parce que Cobb il s'est éjecté de son vaisseau alors qu'il se faisait tirer dessus pour pas mourir. Et il demande est-ce que Cobb c'est un lâche?
Et donc du coup, Spencer, elle est un peu sur le cul, elle est là en mode ouais, mais non, parce que vous, je vous aime bien. Elle a pas trop d'arguments en vrai. Mais du coup, voilà. Ensuite, on apprend que pendant la réparation du vaisseau, alors il y a un diagnostic qui est fait par M-Bot qui dit que les propulseurs sont opérationnels. Bon, il n'y a pas de propulseur auxiliaire, donc il peut pas voler très vite. Il peut voler à vitesse de croisière. Il a l'anneau d'élévation qui est opérationnel, donc il peut affronter la gravité, donc s'élever, décoller. On apprend il y a une technologie, l'hyperpropulseur cytonique, qui permet de dépasser la vitesse de la lumière et de faire des sortes de sauts dans l'espace et dans le temps. Ça expliquerait comment est-ce que certains vaisseaux doivent... Parce que du coup, là, ça soulève des questions en réalité. Hein. M-Bot, il doit venir d'une planète qui est plus avancée technologiquement que la planète Détritus. Comment est-ce qu'il a réussi à atterrir sur cette planète? Pourquoi est-ce qu'il a atterri sur cette planète? Est-ce que ce serait pas une planète qui chercherait un nouveau foyer où il y a de la nourriture parce qu'ils sont en manque de ressources sur leur planète et qu'eux aussi ils affrontent les crêles et donc du coup c'est compliqué pour eux? Je sais pas, hein, je balance hypothèse comme ça. Et donc du coup ce propulseur cytonique qui permettrait de faire des sauts dans l'espace-temps, je trouve ça intéressant. Bon après c'est un peu comme dans l'hyperespace dans Star Wars et les jumps dans Marvel, dans le Marvel Cinematic Universe. Du coup, voilà, c'est assez cool hein, qu'on puisse dépasser la vitesse de la lumière parce qu'en réalité, dans l'espace, le plus gros problème, c'est pas la présence de vie ou la présence de planètes ou pas, c'est comment est-ce qu'on s'y rend sur ces planètes. Hein, ça demande du temps, c'est très éloigné les objets dans l'espace. Et du coup, par exemple, l'étoile la plus proche de nous, elle est à 4,5 années-lumière. Ça veut dire que si on se voyageait à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 4 ans et demi pour l'atteindre. Voilà, donc du coup, ce propulseur cétonique qui vient un peu briser cette restriction qui est naturelle. Et donc du coup, je trouve ça assez stylé. Ensuite, pendant la discussion, Spencer, enfin Rig, il est là en mode ouais, tu devrais peut-être pas affronter Ironside de face, hein, tu devrais peut-être juste te concentrer sur tes cours et vivre ta vie et la laisser faire ses jazz. Et elle est là en mode ah, tu penses comme FM. Et là, Rig il balance ouais, donc en plus d'être jolie, elle est intelligente. Et donc là, Spencer, elle est un peu choquée, elle est là en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, Rig? T'es tombé sous le charme de FM? Donc du coup, voilà, c'est un petit moment un peu mignon, un peu sympa, où les personnages sont un peu développés. Et donc du coup, Rig, un peu plus tard dans la discussion, quand Spencer lui dit comment est-ce que je pourrais te remercier, il dit bah remercie-moi en demandant à FM de venir manger avec moi un de ces quatre. Donc voilà, un petit moment un peu school life, slash of life, slice of life, un peu stylé, un peu sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ensuite, voilà, donc le moment fatidique arrive, hein, le vaisseau a été réparé dans sa majorité. Donc, comme je le disais, il n'a pas de propulseur auxiliaire qui lui permet d'aller très vite, mais il a des propulseurs stationnaires, je crois, je ne sais plus c'est quoi le terme qui est utilisé, qui sont plus là pour calibrer la précision, faire des mouvements un peu plus précis, qui permettent de voler à la vitesse à laquelle marche quelqu'un. Donc, c'est assez lent pour un vaisseau, hein, surtout que depuis le début, les vaisseaux ils vont assez vite. Et donc Spencer, elle fait une première expérience, donc elle s'envole plus haut, elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole, elle se rend compte à cet instant qu'elle n'est pas très impactée par les forces G, elle est là en mode qu'est-ce qui se passe? On va très vite, hein, je devrais sentir les forces G m'assommer. Et là, M-Bot, il explique, il rappelle que voilà, il avait dit, oui, vous êtes une espèce qui est moins avancée technologiquement, vous avez pas de système de régulation des forces G. Moi, j'en ai un qui permet de détourner 60% des forces G vers, je sais pas comment ça marche, hein, c'est un peu magique là à ce titre-là. Je serais bien curieux de voir l'explication qui est donnée par M-Bot concernant le fonctionnement de ces détourneurs de forces G. Mais du coup, voilà, donc Spencer fait un premier vol d'essai, elle s'envole et se rapproche de la ceinture de débris. Et du coup, elle observe qu'il y a des constructions un peu plus grandes et tout, donc elle se dit ah putain, la ceinture de débris, il y a l'air d'avoir des dingueries là-bas. Donc Cambot ensuite il explique que pour détruire une planète, il faut déplacer un grand objet et le faire s'écraser. J'ai pas trop bien compris ce moment du livre concernant la dangerosité de la ceinture de débris. Mais apparemment, si les Krell arrivaient à faire tomber la ceinture de débris sur la planète Détritus, ils pourraient la détruire. Mais M-Bot semble détecter les vestiges d'une ancienne habitation humaine où justement on construisait des vaisseaux et où on habitait dans l'espace. Donc ça aussi assez stylé. Ensuite voilà, bah, j'ai dit tout ce que j'avais noté. Mais du coup le chapitre se termine. Alors Spencer fait rentrer M-Bot
dans son refuge. Donc Mbot a été content d'avoir volé, donc Spencer lui demande ouais tu serais pas chaud de te battre contre les Krell et Mbot il est là en mode ouais non ce serait aller contre mes ordres, comment tu veux que je fasse, j'ai que mes ordres, c'est tout ce que j'ai, ce serait complètement voilà donc il explique qu'il suivra les ordres. Et Spencer elle est là en mode ouais c'est dommage, après le trait de lâche, alors du coup dans ce chapitre le mot lâche a été utilisé plein de fois. Mais en réalité, voilà, Mbot est entouré de mystères. Maintenant que j'y pense un peu plus ardument, dans le sens où on ne sait pas ce qu'il fait sur la planète, pourquoi est-ce qu'il est arrivé ici, et pourquoi ses dernières instructions ont été reste discret, reste caché, et analyse les champignons. Voilà, donc du coup, chapitre 30 lu. J'ai bien aimé ce chapitre, pour être honnête, hein, je l'ai trouvé assez sympathique à lire. Comme d'habitude, l'écriture de Brandon Sanderson, elle est juste super fluide. Juste voilà, concernant les débris, j'ai pas trop compris parce que j'ai pas compris de quelle construction il parlait. Si c'était je crois que c'est des trucs dans la ceinture de débris qui seraient plus grands que ce qui semble être, parce que Spencer explique qu'en gros, depuis qu'elle voit la ceinture de débris, elle a toujours vu des formes abstraites. Et là, plus elle s'en est rapprochée, plus elle voyait avec précision ce que c'était. Et donc du coup, voilà, donc qu'est-ce que va faire Spencer de Mbot? La question qu'on se pose, on verra bien. Et du coup, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce chapitre? J'ai pas grand chose à dire, sauf que voilà, bah, j'ai bien aimé ce petit côté avec FM. Je trouve ça un peu cool, un peu qu'il y ait ce côté humanisant. Cet aspect humanisant dans le sens où voilà, c'est des jeunes, ils font des rencontres, ils font des attaches, ils ont des attirances les uns pour les autres. Voilà, donc on avait Bim à la base hein, qui était un peu tombé sous le charme de Spencer. Donc du coup, voilà, donc let's go, on va lire le chapitre 31 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 31 lu, donc lui aussi je l'ai trouvé un peu long, un peu moins long que le chapitre 30. Donc ça reprend dans le quotidien de la FDR. Donc on voit Spencer s'entraîner à fuir des vaisseaux Krell tout en esquivant des débris. Elle discute un peu avec Hula Hoop, je crois, ou avec qui? Ouais, avec Hula Hoop qui trouve que c'est complètement stupide. Elle est là en mode ouais Spencer tu pilotes bien, pourquoi est-ce qu'Ironside elle s'acharne sur toi, c'est vraiment stupide, tout ça. Ensuite on nous explique le problème des bombardiers en fait, et des exterminatrices. En fait, le problème, c'est leur portée, c'est pas si simple que ça, il suffit pas juste de les détruire. Il faut faire en sorte, en fait, il y a tout un schéma de canons anti-aériens. Si les Krell volent trop bas, les canons anti-aériens peuvent pas leur tirer dessus. Il y a des canons aériens qui peuvent leur tirer dessus, mais ils sont pas assez puissants pour détruire leurs boucliers. Donc il faut que des vaisseaux de combat désactivent les boucliers avec les IMI. Et pour que les canons anti-aériens puissent abattre l'exterminatrice avant qu'elle soit trop près de la base d'Alta. Si jamais ils n'ont pas le choix, les pilotes, Cobb est clair hein, à ce niveau-là, les pilotes devront détruire l'exterminatrice en prenant le risque de faire disparaître la base d'Alta, parce que même si la base d'Alta ne survit pas, Magmatic peut survivre. Donc il y a des exercices avec ces exterminatrices, c'est compliqué, ils ont du mal, ils font 19 batailles, ils en réussissent 4 je crois. Ensuite, on apprend, et c'est ça je pense qui est le plus intéressant dans ce chapitre, c'est que les simulations qu'utilise Cobb, c'est des anciennes batailles qui ont déjà eu lieu, et donc du coup, d'angles différents, dépendant de quel angle il a envie de faire jouer la scène. Et donc du coup, Spencer a l'illumination, elle est là en mode « Oh, mais ça veut dire qu'ils ont enregistré la dernière bataille de mon père ?» Donc elle discute avec Mbot, et elle est là en mode « Ouais, Mbot, tu pourrais pas pirater la FDR et me choper la dernière bataille de mon père pour que je puisse voir de mes propres yeux s'il a vraiment fui le combat ou s'il s'est passé autre chose. » C'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que Spencer va voir la dernière bataille de son père? À quoi ça va ressembler? Est-ce qu'elle va vraiment le voir battre en retraite? Ou est-ce qu'il va se passer autre chose comme par... Je sais pas. Je sais pas, moi, dans mes hypothèses, j'avoue qu'une alliance avec les Krell, ça pourrait être bizarre. Mais ce serait un peu clutch. Ce serait un peu clutch, ce serait là en mode en fait le père de Spencer était prêt à venir en aide au Krell, tu vois, et genre un vaisseau Krell qui s'est écrasé avec un vrai pilote à l'intérieur, et le père de Spencer il discute avec lui, et ensuite il lui explique oui voilà on est à la recherche d'un tel, je sais pas, après c'est que des hypothèses, hein, parce que je trouve en fait ce que j'étais en train de me dire là à la fin du chapitre, c'est que ça fait un moment dans le livre que c'est comme ça, entraînement, bataille, réparer le vaisseau, entraînement, bataille, réparer le vaisseau. Ce quotidien, je pense qu'il a un peu fait son temps dans le livre en réalité. Là, il faudrait que l'histoire prenne une tournure différente.
quitte à plus faire affronter les Krell pour se concentrer un peu sur la FDR et sur la hiérarchie de la FDR. Mais en même temps, c'est les batailles contre les Krell qui rythment l'avancée de l'histoire. Mais jusqu'à maintenant, les Krell, c'est juste des ennemis, des coquilles vides. Et je dis pas coquilles vides par rapport au fait que ce soit des armures envoyées au combat et qu'elles sont vides. Je dis que c'est des coquilles vides parce qu'on sait rien d'eux en réalité. On sait juste qu'ils veulent exterminer les humains, on sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'ils sont exactement, on sait rien d'eux. Et je trouve que ça fait un bon moment déjà, là on est... On a 2 tiers du livre, et normalement on devrait un peu plus se faire une idée de ce que veulent les Krell. Enfin, je pense que là, dans les prochains chapitres, faudrait qu'il se passe quelque chose avec les Krell et pour qu'on développe un peu leurs objectifs et leurs ambitions. Voilà, c'est ce que je me disais. Ensuite, on apprend que M-Bot, il analyse avec Spencer les batailles qu'il a fait dans les simulations. Il critique ses capacités, enfin ses performances, afin de l'aider à s'améliorer. Je trouve ça assez stylé. Donc Spencer a vraiment un allié de taille hein, avec M-Bot qui lui permet d'avoir un peu un coup d'avance sur les autres pilotes. D'ailleurs, Kimaline, dans ce chapitre, pendant l'exercice d'esquive des débris, elle a percuté aucun débris, elle est fière d'elle et les autres sont aussi fiers d'elle. Jürgen qui garde sa position de chef, c'est-à-dire il surveille le déroulement de l'entraînement, il supervise, il participe pas trop, et les autres voient un peu ça mal, mais Spencer est au courant que Jürgen s'entraîne tous les soirs en tête à tête avec Cobb, histoire de devenir le meilleur pilote possible. Ensuite, maintenant, je viens de faire le lien juste à l'instant. Les médecins qui n'étaient pas d'accord avec, qui étaient pas d'accord avec le renvoi de Spencer, ils étaient potes avec le père de Jürgen. Alors peut-être que Cobb est pote avec le père de Jürgen. Je sais pas, à développer, à creuser. On verra bien. Le chapitre se termine, les Krell, alors Spencer rentre dans la caverne et discute avec M-Bot et elle était là en mode ouais, je peux pirater la vidéo de mon père. Et ensuite elle apprend de M-Bot, je crois, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, que la FDR a appelé tous les pilotes capables de se battre parce que les Krell ont envoyé 75 vaisseaux Krell attaquer la ville, donc là ça a l'air d'être une grosse bataille. Est-ce qu'on va encore perdre des membres de l'équipe? À chaque bataille, il s'est passé un truc qui a fait qu'un membre de l'équipe a quitté l'escadrille, soit parce qu'il avait peur du combat, comme Rig, soit parce qu'il est mort au combat, comme Mareot et Bim, soit parce qu'il s'est laissé emporter par ses émotions, comme celui du chapitre précédent dont j'ai oublié le nom. Que je trouve ça assez curieux parce que ça aurait pu être intéressant de développer un peu ce côté ouais ils ont tué mes frères donc je veux me venger, je veux tuer du Krell pour venger mes frères, ça aurait pu être stylé. Mais du coup voilà, donc let's go, donc chapitre 31 lu, un chapitre que j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé assez drôle M-Bot quand il parle avec Spencer et qui lui la complimente, oui vous êtes tellement efficace pour être une bipède, ça m'a fait rire. M-Bot qui est un personnage qui apporte un peu de douceur dans les scénarios, je veux dire, Spencer elle apporte un peu de... Là Spencer elle est un peu en mode questionnement aussi, hein. Elle sait pas si elle doit continuer, elle commence un peu à repérer que peut-être qu'elle a... Je sais pas comment expliquer. Elle est un peu en remise en question de sa philosophie de vie. Elle le dit dans ce chapitre, je crois, en fait elle était moins héroïque. Elle était moins héroïque qu'elle voulait le faire paraître. Et du coup, remettre en question un peu comment son fonctionnement, sa mentalité, je trouve que c'est intéressant pour le personnage, surtout qu'on ne sait pas sur quoi elle va tomber si elle regarde la vidéo de son père, parce que c'est peut-être vrai, peut-être que son père il s'est tout simplement enfui pour des raisons valables, mais il s'est peut-être tout simplement enfui parce que voilà, il avait appris un truc, je sais pas, sur les Krell, qu'on voit c'était peut-être des humains, je sais rien. Et donc voilà, donc du coup, let's go, j'ai lu le chapitre 31. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Non, bah, j'ai rien à ajouter de plus, alors let's go, on va lire le chapitre 32 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 32 lu, donc Spencer arrive tout juste au dernier moment avant que son vaisseau soit réquisitionné par une réserviste
parce qu'elle avait mis du temps pour se rendre à son vaisseau. Donc on lui fait signe, let's go, vas-y ma grande, tu peux foncer. Elle monte dans son vaisseau. Elle explique qu'elle arrivait, qu'elle est là, donc on lui donne les coordonnées de la bataille. Elle se rend là où il y a son escadrie. Donc l'escadrie a été missionnée d'être en vol stationnaire autour d'un canon anti-aérien pour le couvrir si jamais il se fait attaquer. Un peu plus tard dans le chapitre, pendant qu'ils discutent, il y a des vaisseaux Krell qui sont repérés, il y en a 8 qui sont repérés, qui se dirigent vers Alta. Donc l'escadrille de Spensa est envoyée pour les affronter. Ils y vont en repérage pour voir s'il y a une exterminatrice et les abattre si c'est pas le cas. Donc ils arrivent, il y a 2 éclaireurs qui sont avec eux, une qui s'appelle Pèlerine et l'autre qui s'appelle, j'ai oublié comment. Donc du coup, ils commencent leur affrontement contre les vaisseaux. Et au cours de cette bataille-là, ce que j'ai noté, c'est que Hula Hoop, elle est bien téméraire en fait depuis le début du chapitre. Elle est là en mode ouais, il faut aller se battre, ouais, il faut aller se battre, il faut aller tuer du Krell, il faut aller tuer du Krell. Donc elle est un peu téméraire. Et donc au cours de ce chapitre, il y a une bataille de vaisseaux je trouve, qui a été super bien écrite. J'ai très bien compris ce qui se passait. C'était assez fluide, c'était assez compréhensible, c'était assez palpitant aussi. J'étais un peu en stress, notamment pour Kimaline. Au bout d'un moment, Kimaline elle est pourchassée par 3 vaisseaux. Donc j'étais là en mode oh putain, Kimaline elle va mourir. Non, pas Kimaline, il faut pas qu'elle meure. C'est un personnage que j'aime bien, Kimaline. Et donc du coup, let's go. Donc Spensa, pour l'aider, elle a une idée. Alors donc elle tire, elle se rapproche des vaisseaux, tout ça. Elle fait des moves aussi, Spensa. Au bout d'un moment, elle fait un move, elle a plus de bouclier, mais elle fonce quand même aider sa collègue Hula Hoop. Elle désactive 3 boucliers de 3 vaisseaux Krell et elle demande à Kimaline de les abattre. Mais Kimaline, elle est en stress en réalité au cours de cette bataille, donc elle n'arrive pas à utiliser ses capacités. Et donc du coup, voilà, donc la bataille fait rage. Hula Hoop, elle insiste pour abattre un vaisseau, elle en abat un. Mais ensuite, elle est pourchassée par 2 ou 3 vaisseaux encore et elle prend un coup dans son bouclier qui disparaît. Elle prend un coup sur son aile, son vaisseau commence à s'écraser et elle est là en mode ouais, je veux pas être une lâche, je peux contrôler la chute du vaisseau, donc elle s'éjecte pas. Et du coup, son vaisseau s'écrase et donc Hula Hoop nous a quittés. Voilà, donc j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait de nouveau des morts. En fait, là, j'ai quand même l'impression qu'à chaque bataille, et c'est peut-être un peu la morale de... Enfin, la morale, c'est peut-être un peu la volonté de l'auteur, mais à chaque bataille, il y a un membre de l'escadron qui nous quitte. Soit parce qu'il décide de partir de lui-même, soit parce qu'il est viré, soit parce qu'il meurt. Et je commence à trouver ça un peu, comment dire... bah, c'est pas si palpitant que ça, parce que l'escadrille de Spensa, ils sont plus beaucoup, ils sont 6 maintenant. Il y a Jorgen, il y a Arturo, il y a Kimaline, FM, Hula Hoop et Spensa. Donc là, ils sont plus que 5. Ils sont plus que 5 dans l'escadrille. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont fusionner avec une autre escadrille d'autres élèves? Est-ce que ça se passe aussi comme ça pour les autres élèves? Est-ce qu'eux aussi, ils ont eu des pertes? Parce que c'est vrai que dans le chapitre précédent, on voyait Spensa se rendre dans une classe où elle voyait qu'on apprenait complètement autre chose aux pilotes. On les apprenait à mourir pour leur vaisseau, ce qui était l'opposé de ce que disait Cobb. Et donc du coup, je me demande s'il va pas y avoir des nouveaux personnages qui vont être mis en place dans cette escadrille vers les étoiles. Et voilà, donc j'avoue que la mort d'Hula Hoop, j'ai un peu un goût amer dans la bouche, parce que je commençais justement à m'attacher au personnage, mais c'est ça qui rend l'histoire palpitante, hein, c'est le fait qu'on s'attache au personnage, et que ceux qu'on aime bien, malheureusement, ne s'en sortent pas toujours. Mais là où Hula Hoop, elle venait à peine de commencer à être développée, on commençait à peine à cerner sa personnalité. Il y avait son amitié qui commençait à se construire avec Spensa, elle était du côté de Spensa, c'était assez cool d'avoir du soutien de sa part. Et malheureusement, bah voilà, elle voulait pas être une lâche, elle s'est pas éjectée de son vaisseau. Donc après, je fais des conclusions hâtives. On dit qu'elle est morte, mais elle a peut-être survécu au crash. On sait pas, peut-être qu'elle va revenir blessée, hein, ce serait un peu stylé, mais je sais pas, on verra bien. Et donc du coup, voilà, cette bataille montre bien que l'équipe de Spensa n'est pas prête, hein. Ils ont beau avoir fait beaucoup de simulations, lors d'une vraie bataille, en réalité, les erreurs, elles sont pas permises. Elles sont pas permises, les erreurs. T'es là, tu t'entraînes, mais le jour J, si tu fais une erreur, bah ça impactera, c'est comme un match de foot. Si tu tentes un dribble que tu maîtrises pas et que tu te fais prendre le ballon, tu peux pas revenir en arrière. Et donc du coup, voilà, donc un peu dégoûté de cette conclusion de chapitre. Surtout que les renforts, ils arrivent juste après que le vaisseau de Hula Hoop se soit écrasé. Je trouve ça vraiment que que le sort n'a pas été favorable envers Hula Hoop. Et je trouve ça dommage. Et comme je disais, voilà, le personnage commence à être développé. Donc voilà, j'aurais aimé avoir plus de Hula Hoop.
Mais comme j'aurais aimé avoir plus de marée haute, comme j'aurais aimé avoir plus de Bean, comme j'aurais aimé avoir plus de Ned. Et du coup, voilà, donc reste à voir comment ça va se passer. Donc cette bataille-là, elle a l'air d'être assez clé, elle a l'air d'être clé quand même, hein, parce que 75 vaisseaux Krell, c'est pas rien. C'est pas rien, ils ont envoyé beaucoup de vaisseaux, donc il va peut-être y avoir une exterminatrice. Et donc du coup, voilà, du mal à voir un peu vers quoi ça peut se diriger l'histoire, vers quoi elle peut, qu'est-ce qu'on peut nous raconter. Comme je disais lors de la session précédente, le chapitre précédent, ce quotidien entraînement, entraînement caverne, entraînement réparer M-bot, bataille, entraînement réparer M-bot, bataille. Ça commence à devenir un peu redondant. Pour être honnête, je pensais pas que ça m'arriverait aussitôt dans l'histoire, mais là je commence un peu à être agacé par cette routine. Je commence à avoir envie qu'on me raconte plus d'histoires. Je veux en savoir plus sur les Krell. Je veux comprendre leur motivation. Et je veux savoir c'est quoi ce fameux défaut dont on parle à Spencer, c'est quoi sa nature exacte. Et donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce chapitre? J'ai pas beaucoup noté. Après, comme j'ai déjà dit, la bataille était fluide. La bataille était fluide, c'est assez. Alors, le livre, il dit qu'ils étaient magistrales, hein. Mais vous savez, c'est un peu les mecs qui font des hyperboles histoire de vendre le livre, quoi. Tu vois, c'est oh, incroyable, les vaisseaux volent. Oh, 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 oh. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien écrit, mais c'est pas non plus spectaculaire de ouf. À part, oui, le vaisseau, quand la station de création de vaisseau elle s'est écrasée, là, le cube métallique, ça c'était stylé. Mais là, voilà, au début j'ai eu peur que ce soit. En fait, à la fois, je suis content qu'il y ait eu une bataille, alors à la fois, je suis pas content qu'il y ait une bataille. Je suis content qu'il y ait une bataille parce que voilà, c'est un peu d'action, ça fait avancer l'histoire, on permet de voir un peu plus le caractère des personnages. Mais à chaque fois qu'un personnage il a un peu un élan de témérité, il se fait punir tout de suite derrière par la destruction de vaisseau. Voilà, mais après, voilà, être pilote, comme il avait été clair dès le début, certains d'entre eux n'allaient pas survivre. Et donc du coup, voilà, on aurait dû, on devait s'y attendre. Mais Spencer perd encore une amie qui était prête à prendre des risques pour elle, à la faire manger avec elle dans sa chambre en prétextant qu'elle est fatiguée pour manger la bouffe de la cantine et commencer à avoir sa collègue, sa srab. Et je suis un peu dégoûté pour elle. Et je suis un peu dégoûté que la Houppe quitte l'histoire aussitôt. Enfin, là, on est aux 2 tiers du livre, mais je trouve que c'est tôt. Et ça, je me demande si toute l'escadrille va pas mourir au bout d'un moment. Et là, je me demande s'il n'y a pas une exterminatrice qui va être envoyée par les Krell au cours de cette bataille, parce que malgré le fait que la bataille est finie pour le groupe de Spencer, la bataille contre les Krell n'est pas terminée dans ce chapitre. La bataille continue, fait rage. Les canons antiaériens y tirent. D'ailleurs, un good move de la part de Spencer, elle s'est faite, pour sauver Kimaline, en fait, elle s'est faite passer pour une chef d'escadrille. Donc les vaisseaux Krell l'ont pris pour cible. Ensuite, elle a décollé le plus haut possible en étant suivie, jusqu'à être hauteur de tir des canons anti-aériens, qui a permis, du coup, les canons anti-aériens qui ont pu détruire 2 vaisseaux Krell. Mais l'équation, elle est pas positive, dans le sens où il se sacrifie beaucoup pour pas abattre beaucoup de vaisseaux. Là il sert un peu de chair à canon, le groupe de Spencer, quoi. Ils ont pas été. Après, voilà, Jürgen comprend que lui, en tout cas, ils sont pas encore des pilotes confirmés. Donc ils peuvent pas trop se permettre de prendre des initiatives de ce genre-là. Et je pense aussi que c'est un peu un manque de maturité de la part de la Houppe de s'être dit je vais à tout prix détruire un vaisseau. Elle aurait dû écouter les instructions, être vigilante, être plus safe. Voilà, elle a foncé dans le tas et du coup elle en a pris plein la gueule. Voilà. Bref, donc du coup je vais lire le chapitre 33 et je pense que ce sera le dernier chapitre que je lirai dans cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour la review du chapitre 33. Ok, chapitre 33 lu, donc ça fait bizarre d'avoir un chapitre aussi court après 2 chapitres qui étaient bien consistants. Après, c'est depuis l'intermède, là, les 32, 31 et 30 étaient assez consistants. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Donc Spencer se réveille dans une chambre d'hôpital. Elle a été auscultée parce qu'elle a dû être trop fatiguée entre l'entraînement et la bataille. Elle devait être épuisée, elle devait être très épuisée mentalement. Donc elle va pour sortir, elle fait un diagnostic, tout va bien. On lui dit de rentrer, on lui donne un tampon rouge pour congé pour deuil. En fait, et elle est là en mode non, je peux pas. Et ensuite, on lui dit non, mais toute votre escadrille a reçu un congé pour deuil. Vous n'allez pas être viré si jamais vous refusez, vous suivez ce congé. Vous en faites pas, allez vous reposer, profitez de votre famille et détendez-vous. Donc du coup, ensuite, on voit Spencer du coup qui se prépare, qui se lave. Donc elle profite de la structure pour se préparer. Puis ensuite, elle va en cours, elle passe par le truc des vaisseaux
Donc il y a un vaisseau en réparation et les 4 autres qui sont amarrés. Puis elle se dirige vers la salle de classe, elle se pose et quelques temps après, il y a le reste de l'escadrille sauf Jürgen qui arrive. Et au bout de 10 minutes, Jürgen arrive et il est là en mode alignez-vous, ok les gars, let's go. Et ensuite il contacte l'opérateur qui met en contact avec Cobb, donc il est là en mode ouais, dites à Cobb que son escadrille l'attend dans la salle de cours. Donc Cobb il se ramène, il est vénère de chez vénère, il est là en mode je vous ai dit de vous éjecter, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, si votre vaisseau perd en altitude, éjectez-vous. Donc il prend très à cœur, il est très énervé de voir tous ces jeunes cadets mourir, ce quotidien-là, il doit le suivre depuis des années, depuis qu'il s'est éjecté de son vaisseau et qu'il a dû devenir prof. Et depuis des années, il voit des jeunes gens motivés, complètement fanatiques de la FDR, en mode oui, je ne veux pas être un lâche, je veux aider mon pays, mourir pour une cause que peut-être qu'il a des raisons de savoir que cette guerre, elle est peut-être. Elle aurait peut-être pu trouver une conclusion avec le père de Spencer, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça commence vraiment à l'ébranler, en fait, de voir tous ces jeunes cadets mourir, au point que la seule réaction humaine qu'il est capable d'avoir, c'est de la colère, parce que du coup, voilà, elle s'est pas éjectée, et donc il rappelle que l'ordre, c'est de s'éjecter quand le vaisseau perd en altitude. Donc ensuite, on voit le groupe qui réagit à la mort de Hula Hoop. Cobb qui dit qu'il n'y avait rien à récupérer sur son vaisseau, même pas l'anneau d'élévation. Donc en gros, Hula Hoop est morte pour rien. Elle est morte pour abattre un vaisseau Krell. C'est triste, mais ça me fait me dire que le monde de la guerre n'est peut-être pas si noble que ça, en réalité. Je me dis en même temps que si on subit une attaque, là ça me fait me questionner sur moi-même. Est-ce que je serais capable d'aller me battre pour préserver les libertés de la démocratie? Moi, j'y crois pas un peu à ce matrixage de la démocratie qui veut à tout prix se mêler des affaires de tout le monde, de tous les pays, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. J'y crois pas trop à ça. J'ai comme le sentiment que ça cache des intérêts, donc j'ai failli rejoindre l'armée. Mais quand j'ai vu que le recruteur il était en mode raciste, je me suis dit ah non, je peux pas rejoindre les rangs de personnes qui pensent comme ça. Et donc du coup, là on voit bien que le rêve de la FDR, c'est qu'un rêve, hein. C'est tous les jeunes gens qui rêvent d'être pilotes dans les cavernes pour protéger la FDR des Krell. En réalité, c'est de la chair à canon, comme j'ai dit dans le chapitre précédent. Et donc du coup, Kimaline, elle en peut plus, elle craque. Elle a les larmes aux yeux, elle pose son insigne et elle est là en mode non mais moi aussi je me casse en fait. Je suis un boulet pour l'équipe. C'est à cause de moi qu'elle est morte Hula Hoop. Je sais que je vous ralentis, et donc du coup, en plus d'avoir perdu Hula Hoop, on perd aussi Kimaline. Du coup, dans l'escadrille de Spencer, il reste FM, Jürgen et Arturo. L'escadron part vite, hein. Après, voilà, je m'en rends peut-être pas compte parce que je dis pas tout le livre d'un coup. Mais du coup, ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis le début de cette histoire. 33 chapitres, c'est pas rien non plus. En plus, c'est des chapitres qui font une dizaine de pages environ à chaque fois de base. Donc voilà, donc un peu perplexe par rapport à la tournure des événements. J'ai comme le sentiment que Spencer va limite bientôt se retrouver seul avec Jürgen et que ce seront les deux seuls à être promus avec Arturo peut-être. À voir si FM elle meurt, voilà, ou Arturo, ou Jürgen même. Parce qu'ils ont eux aussi ils étaient en situation critique hein, lors de la bataille. Hein. Un peu dubitatif concernant la tournure de l'histoire. Ces personnages, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu écrits pour mourir. Mais là, on voit bien l'impact de la mort de Hula Hoop sur le groupe. Voilà, au contraire, au lieu de s'écrouler, en réalité, la majorité du groupe, c'est-à-dire Arturo, Jürgen, Spencer et FM, est encore plus motivée pour réussir leur examen de pilote confirmé. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et en même temps, voilà, comme je disais plusieurs fois au cours de cette review, les motivations de Krell restent incertaines. Et tant qu'on ne les saura pas, on ne comprendra pas les enjeux de cette guerre. Voilà. Donc du coup, cette session de lecture, pour terminer, alors j'ai bien aimé les chapitres que j'ai lus. C'était assez cool de reprendre la lecture de Vers les étoiles Skyward 1. Ça m'a fait du bien, pour être honnête, c'était assez cool. J'étais posé, je vapotais entre deux chapitres. J'ai lisé, je notais mes idées, tout ça. Donc du coup, j'espère que le reste de l'histoire, on va se concentrer justement sur les batailles enregistrées par la FDR. Et que Spencer va trouver la vidéo de la bataille de son père avec les enregistrements radio, s'il y en a. À part si Ironside les a effacés. Et voilà, donc à voir.
Donc du coup, voilà, quand même des belles promesses quand même. Là, l'escadrille elle devient petite. Plus beaucoup de pilotes dans cette escadrille. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir cette escadrille évoluer au sein de la FDR, c'est-à-dire faire plus de batailles, avoir des succès, réussir des moves, et du coup, gravir les échelons, ça aurait pu être intéressant, mais peut-être que ceux qui vont survivre à la formation pourront évoluer dans la FDR vers des postes un peu plus clés. Et peut-être qu'il y aura une ellipse dans le temps aussi au bout d'un moment, j'en sais rien. Peut-être que l'histoire va nous dire, ouais, 5 ans plus tard, Spencer elle est devenu comme ça. Parce que j'ai quand même le sentiment que Spencer va se faire virer de la FDR. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Mais oui, à la fin du chapitre, Spencer elle est là en mode, ouais, où était la bataille? Et on lui dit, ouais, elle était là-bas. Donc il dit, ok, les gars, on a une semaine, moi je vais me rendre là-bas, je vais enterrer Hula Hoop. Et elle va pouvoir récupérer peut-être les équipements qui manquent pour faire fonctionner M-Bot. En récupérant les dépouilles du vaisseau les canons destructeurs et les propulseurs auxiliaires sur le vaisseau de la Hoop. Voilà, donc à voir. Bref de chez bref, c'était cool de faire cette session de lecture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous invite vraiment à lire Brandon Sanderson, Vers les étoiles Skyward, tome 1. C'est vraiment un bon livre, vraiment fluide, vraiment sympa à lire. Moi j'aime bien en tout cas. Et voilà, donc je sais pas quoi dire de plus, donc je vais rien dire de plus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et à vous dire à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!